Bonjour, nous voici donc à la 10e partie de ce championnat du monde. Anand qui conduit les blancs va-t-il prendre la tête dans ce duel pour la première fois dans cette compétition? Réponse à la fin de cette vidéo. Il décide ici d'agresser son adversaire par le coup E4. C'est la deuxième fois qu'Anand choisit cette option. Il semble prêt à la réponse C5 que Guelfand lui avait jouée lors de la 5e partie. Généralement, Guelfand ici répond par E5, c'est sa ligne habituelle depuis des années. Va-t-il jouer finalement ce coup? Eh bien non, il décide d'à nouveau se confronter à Anand avec la sicilienne. Donc il est prêt à en découdre avec le champion du monde. Que va lui répondre justement Anand? Eh bien il décide de jouer cavalier F3, cavalier C6. Et là, souvenez-vous, le jeu d'Anand lors de cette 5e partie a été de jouer D4. Il s'est suivi prise en D4, cavalier prend D4, cavalier F6, attaque le pion E4, cavalier C3 protège, et E5, c'était la variante Schwechnikov, une variante assez aiguë, qui a plutôt bien réussi à Guelfand. Est-ce que Anand va renouveler son expérience avec cette défense? Eh bien finalement non, il ne va pas se confronter sur cette défense, il va plutôt choisir fou B5. Il propose ainsi une sicilienne Rossolimo. C'est une variante qui évite souvent aux blancs d'apprendre toute la théorie des lignes plus classique amenée par le coup D4. Alors bien que cette variante date du milieu du 19e siècle, elle a pris en fait le nom d'un grand maître international qui a vécu au 20e siècle, qui s'appelle Nicolas Rossolimo. La Rossolimo est une ouverture positionnellement tout à fait correcte. Elle a même été jouée occasionnellement par le grand joueur Garry Kasparov. L'idée est de prendre le cavalier C6 et d'amener un combat central moins habituel pour un joueur donc typique sicilienne. Alors est-ce que cela va poser un problème à Guelfand, où on sait très bien qu'il n'est pas joueur de sicilienne? Eh bien nous allons le voir bientôt. Donc ici E6. Guelfand choisit une variante solide dont l'idée est de placer le cavalier G8 en E7 afin de prévenir la dégradation éventuelle de la structure de pion à l'aile dame avec la prise du cavalier avec le fou. Mais face à ce coup, Anand décide de couper court donc à cette protection éventuelle du cavalier en E7 en prenant directement donc le cavalier C6. Il dénature immédiatement la structure de pion à l'aile noire à l'aile dame en créant des pions doublés sur la colonne C. Alors prise avec le pion B pour permettre au noir d'avoir du jeu sur la colonne B, mais aussi d'avoir la possibilité d'avoir un centre relativement fort basé éventuellement sur la poussée D5. Alors comment va répondre ici notre joueur Anand? Eh bien il joue ici B3 alors qu'il avait joué D3 lors de sa partie face à Radjabov en 2006. Donc il décide de jouer B3. L'idée naturelle est de placer en fait le fou de case noire en fianchetto afin de contrôler et surveiller les évolutions du centre noir. Guelfand ici décide de jouer un coup tout à fait nouveau. Il décide de jouer E5. C'est une véritable surprise préparée certainement à la maison et qui montre le haut degré de préparation du joueur israélien lors de ce championnat du monde. Généralement, le coup habituel est plutôt de jouer F6 afin de soutenir éventuellement la poussée du pion en E5, mais aussi d'apporter une case de recyclage pour le cavalier qui ne peut plus venir en F6, mais en H6 et suivi de F7. Alors Guelfand décide donc d'immédiatement de jouer plutôt E5, donc c'est une nouveauté théorique. Pas très apprécié quand on pose la question aux ordinateurs. Il semblerait toutefois que Guelfand ait sa petite idée là-dessus. Voyons donc la suite. Alors il faut relever le défi. Ici il faut prendre le pion E5 et c'est ce qu'Anand décide de jouer. Maintenant, quelle va être la compensation pour ce pion de moins? Eh bien, Guelfand va le démontrer tout de suite en jouant dame E7. Il va sans dire que ce coup de dame est vital pour les noirs qui ont besoin quand même de récupérer au plus vite leur pion de moins.
il estime que la compensation du pion de moins va être justement son attaque sur le pion E4. Et bien sûr, par-delà, le cavalier E5. Fou B2, normal, hein, Anand développe sa pièce et protège le cavalier. Et D6 ici. Donc D6 attaque le cavalier et par rayon X le pion E4. Voilà l'idée de base de Dame E7. Alors, si vous avez décidé de prendre le pion C6 et d'être gourmand à ce point-là, bah faites attention parce que est-ce que vous avez prévu le coup Dame C7? Si vous ne l'avez pas prévu, attention, car dans ce cas-là, le cavalier est bien mal en point car il se trouve enfermé. Alors, ce n'est pas ce que va jouer le champion du monde Anand. Il va jouer ici cavalier C4 et finalement donner le pion E4. Alors, va-t-il prendre le pion E4 ou pas, Guelfand? Eh bien non, il décide d'améliorer encore plus sa chaîne de pions centrale, et c'est une excellente idée, puisque Guelfand profite du clouage du pion E4 pour prendre encore plus d'avantages d'espace au centre. On peut remarquer que la poussée centrale offre finalement la case D6 supplémentaire au noir. Le cavalier se retire ici en E3, avec la menace de prendre le pion D5, cette fois-ci. Est-ce que Guelfand va prendre le pion E4 finalement, parce qu'il a toujours son pion de moins? Eh bien non, il décide ici de jouer D4, toujours pas de prise du pion, mais il force le cavalier à rejouer encore une fois. Il va jouer en C4, et disons que le mérite de ce coup D4, eh bien c'est d'enfermer le fou B2, c'était l'idée de Guelfand, donc ici cavalier C4, et maintenant, il décide finalement de récupérer le pion E4 avec Dame prend E4. Alors avec cette attaque sur le roi et sur le pion G2, Guelfand va finalement forcer une finale, puisque roi F1 serait quand même pas très logique, la tour aurait du mal à s'activer. Et bien donc Anand décide de jouer Dame E2. Dame prend E2, donc l'échange des dames permet de rentrer dans une finale sans gros problème finalement pour les noirs, on va le voir par la suite, malgré leur pion doublé sur la colonne C. Alors certainement cette position a dû être étudiée auparavant par Guelfand à la maison, et il a estimé que cette finale ne lui poserait pas de problème. Alors on va voir pourquoi. En fait, après roi prend E2, on peut s'apercevoir que les noirs ont une paire de fous à leur disposition, donc c'est déjà un point assez intéressant. Et puis, en même temps, ils ont un jeu plus libre au niveau du centre. Notamment, ils ont à leur disposition la case D5 qui pourrait être utile pour le cavalier. Et la mobilisation du roi, c'est-à-dire éventuellement par un grand roc, va permettre d'occuper très rapidement la colonne E. Donc il semblerait que pour le pion doublé, les compensations de jeu pour les noirs soient suffisantes. Alors on va voir justement, donc fou E6 ici. Les noirs peuvent eux-mêmes infliger un pion doublé contre le cavalier. Donc les blancs décident de jouer ici D3. Cavalier F6, les noirs préfèrent pour le moment mobiliser leur cavalier et utiliser éventuellement la case D5 centrale. Cavalier BD2, maintenant plus question de dénaturer la structure, hein, puisque le cavalier pourrait reprendre. Mais ici, grand roc. Alors ce grand roc est envisageable parce qu'il n'y a plus la dame, la présence des dames, donc les lignes ici qui sont ouvertes ne peuvent pas être exploitées facilement par les blancs. On voit bien que le jeu est ici plutôt fermé, pas d'ouverture de ligne en faveur des blancs. Donc le grand roc est tout à fait envisageable. Tour H1. Alors c'est intéressant cette manœuvre parce que on va dire que cela s'appelle faire un roc artificiel ou un roc à la main. On voit bien que le roi qui a pris ici la dame ne peut plus roquer. Eh bien les blancs vont organiser une sorte de roc à la main, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont mis la tour là, eh bien ils replaceront leur roi en F1 et auront effectué finalement une sorte de roc. Alors tour H1, donc ici fou E7, Guelfand termine son développement, roi F1, le roc est finalement fait de manière artificielle, et tour H8. Le jeu noir ici ne semble pas poser de problème particulier donc dans leur développement. En fait, il est tout à fait plaisant ici. C'est vrai que le pion C5 et C6 donc, sont des pions doublés, mais à part cela, on ne voit pas trop de problème pour les noirs ici. Belle centralisation de la tour noire. Le cavalier D5 est aussi extrêmement important, utile pour les noirs.
Le jeu sur case blanche est aussi intéressant. Donc, a priori, il y a égalité dynamique, compensation en tout cas par rapport au pion doublé C. Les blancs vont chercher du jeu via ce pion doublé justement et en attaquant directement la cible, ici C5. Donc fou A3. Cavalier D5, donc les noirs utilisent leur case centrale, apportée, je vous rappelle, par D6, D5 et D4. Donc ce cavalier occupe une case extrêmement utile pour permettre d'arriver tout simplement dans le camp adverse. Cavalier E4, donc on voit bien le plan d'Anand se dévoiler avec cette attaque sur C5. Mais Guelfand avait prévu l'installation d'un cavalier via la case D5 en B4 et une attaque immédiate sur le pion cible C2. Il faut tenir cette activité du cavalier, donc pour le moment Anand souhaite maîtriser cette activité en jouant le simple tour 2. Et là, à nouveau, Guelfand se dirige vers une suite forcée. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir justement cette suite. Il décide ici de jouer prise du cavalier, donc il utilise sa paire de fous pour dénaturer lui-même la structure de pion blanche du côté de l'aile dame. B prend C4. Et à nouveau encore un coup forcé, F5, afin de donner de la liberté à ce fou. On voit bien que le cavalier central a un rayonnement assez désagréable sur C5, sur D6 et sur F6, sans parler d'G5. Donc F5 a le mérite de chasser le cavalier central. Le jeu noir semble ici assez convaincant. Anand décide quand même, bien sûr, d'éviter de subir la pression. Il décide d'abord de supprimer ce cavalier qui est trop bien placé, qui a un rayonnement qui rend les pièces blanches défensives en fait. Donc il supprime le cavalier et il va recycler son cavalier en D2 pour revenir en B3 éventuellement. Et fou D6. Donc avec autorité, Guelfand décide à nouveau d'éliminer une pièce supplémentaire blanche. Il a vraiment réussi quand même quelque chose de pas mal, hein. Ses pions ne sont plus doublés. Maintenant tout va être question entre le cavalier et le fou. Quelle est la pièce la plus forte? On va voir que cela ne va pas trop poser de problème à Guelfand. Finalement les blancs décident de prendre la tour. Tour prend ici et cavalier B3. Alors on a tendance à préférer un petit peu ce cavalier qui peut aller sur case blanche comme sur case noire. Mais les noirs vont montrer ici qu'avec C5, eh bien, ils consolident la position D4 et B4. Et semblent ici avoir une position imprenable. Donc pour l'instant, Anand décide de jouer A3. Mais finalement, il propose la nullité, qui sera acceptée rapidement par Guelfand. Il aura du mal quand même, Guelfand, de vouloir mieux que la nulle ici. Sa position est correcte, mais pas pour gagner. Donc A3, la suite aurait pu être la suivante, c'est-à-dire pion prend A3, tour prend A3. Donc certes, il y a l'attaque sur le pion cible A7, mais roi B7 colmate ce problème. Et puis si les blancs persévèrent dans leur action pour attaquer maintenant le pion C5, eh bien le simple pion A6 assure finalement l'égalité pour les noirs. Alors vous pouvez ne pas être d'accord évidemment sur l'égalité parce que on peut se poser quand même la question sur la prise du pion C5. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer sur cette prise et vous avez bien raison de me poser la question. Eh bien après cavalier prend C5 échec qui semble donc gagner un pion important, il y a quand même la réponse roi B6. Mais vous allez me dire ok, roi B6 c'est bien gentil, il y a une fourchette sur la tour et sur le cavalier, mais le cavalier va se retirer tranquillement via B3. Et finalement, la tour aura piqué, donc, enfin le cavalier aura piqué le pion C5, et la tour sera protégée. Qu'avait imaginé donc Guelfand dans sa défense? Eh bien un coup diabolique, on va dire. Ce coup diabolique, c'était, ne cliquez pas sur, cliquez sur pause, pardon, si vous voulez trouver la solution. Et si vous avez trouvé la solution, eh bien vous avez trouvé fou B4. Bravo. Fou B4, en fait, a l'idée d'attaquer la tour et de poser le piège suivant, car on peut s'apercevoir que le pion F5 est en prise. Et bien si le pion F5 est en prise et si vous le prenez, là ça serait catastrophique, tour 1 mat, partie perdue.
Bien sûr, ce n'est pas ce qu'aurait joué Anand ici, il aurait joué ici tour à 1. Mais la situation est un petit peu délicate en fait pour les blancs parce que après fou C3, la tour se retrouve ici en danger. Et à partir de là, il va falloir bouger cette tour. Par exemple ici, tour D1 pour éviter le mat. Et maintenant la poussée à 5 devient préoccupante car ici, cette poussée est difficile à arrêter de la part des blancs. Donc vous comprenez bien pourquoi ici, eh bien, la nullité a été proposée avec A3. Puisque après B prend A3, tour prend A3, eh bien les noirs ont la possibilité quand même de se défendre raisonnablement et surtout de défendre indirectement le pion C5 par une attaque assez rapide. Donc après éventuellement une porte de sortie pour le roi blanc, le roi pourra venir en B6 et protéger tranquillement le pion C5 et tout en attaquant la tour. Donc finalement le coup E5 qui a été joué, donc je vous le rappelle à ce moment-là, à ce moment de la partie, donc c'était à quel coup? Au 5e coup. Et bien finalement ce coup E5 a été une belle surprise et a tenu la route face à Anand. Donc je vous remercie ici de votre attention et vous dis à bientôt pour la 11e partie de ce championnat du monde.